Si vous voulez bien prendre place, on va pas tarder à reprendre. Merci. Oui, si ça marche. Alors on accueille Cécile Tagliana, déléguée interministérielle à la prévention et lutte contre la pauvreté, et qu'on remercie d'être présente. Elle n'avait pas pu être là ce matin, donc elle a trouvé un créneau dans l'après-midi. Et puis ensuite, on va enchaîner sur la dernière partie de la journée, le focus autour des coordinations régionales. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre invitation pour intervenir lors de votre journée nationale, d'avoir trouvé effectivement ce petit créneau. Je tenais à saluer l'ensemble des acteurs du réseau des points d'accueil Écoute Jeunes qui, depuis plus de 25 ans, interviennent auprès des jeunes en situation de vulnérabilité. Je pense que cette journée vous a permis d'avoir des échanges entre vous sur vos pratiques professionnelles, sur vos expériences, vos actions, vos réussites, peut-être vos difficultés aussi et la manière de les lever. Votre réseau connaît aujourd'hui, depuis quelques 3 ans maintenant, une mutation importante avec son inscription dans la Convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'assurance des allocations familiales avec l'État pour la période 2023-2027, qui vient d'être signée il n'y a pas très très longtemps, et qui prévoit la mise en place d'une prestation de service dont je crois vous avez eu toute une présentation, un débat ce matin. À mon niveau, je voudrais vous faire part du soutien dont pourront bénéficier les points d'accueil et d'écoute jeunes dans le cadre du déploiement du pacte des solidarités et de l'attention que porte plus généralement ce pacte aux jeunes en difficulté. Les points d'accueil et écoute jeunes avaient été reconnus dans le cadre de la précédente stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022, ce qui a favorisé leur déploiement. J'ai souvenir d'avoir participé effectivement dans mes précédentes fonctions à la Direction générale de la cohésion sociale à un comité de pilotage en 2018, un comité de pilotage national au cours duquel nous avions notamment abordé les principaux enjeux de la rénovation du cahier des charges, votre articulation avec les maisons des adolescents et votre implication dans la prévention de la radicalisation. Sous l'égide de la CNAF et avec son accord, bien sûr, je suis tout à fait favorable à ce que la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté participe de nouveau à une telle instance le plus vite possible dans le courant du premier semestre 2024. La reconnaissance par l'État du rôle des PAEJ est confortée d'ailleurs dans le cadre du pacte des solidarités qui a été annoncé par la Première ministre le 18 septembre dernier aux acteurs de la solidarité. Votre capacité à apporter une réponse inconditionnelle, immédiate et de proximité aux besoins des jeunes vulnérables de 12 à 25 ans et de leur entourage est essentielle, en particulier dans le contexte actuel où le mal-être des jeunes apparaît important et nous n'avons pas besoin de preuves pour le savoir. La situation de nombre d'entre eux nécessite un accompagnement à la fois social et psychologique, comme vous le pratiquez. Le pacte des solidarités, il prend en compte cette dimension. Il comprend des mesures nationales, mais aussi une contractualisation renouvelée avec les conseils départementaux et les métropoles, sur laquelle je voudrais insister dans la mesure où vous allez pouvoir vous y inscrire afin de renforcer votre ancrage territorial.
Cette contractualisation du pacte des solidarités avec les conseils départementaux, avec les métropoles, elle se déroulera de 2024 à 2027. Elle a fait l'objet d'instructions nationales qui viennent juste d'être diffusées et les PAEJ sont mentionnés dans le référentiel du premier axe, celui qui porte sur la prévention de la pauvreté dès l'enfance et la lutte contre les inégalités dès l'enfance, à la fois les PAEJ au titre de la prévention du décrochage scolaire et de l'accompagnement des jeunes en situation de précarité de 16 à 25 ans vers l'autonomie. Sur la base des diagnostics territoriaux qui ont été établis ou qui sont en cours de finalisation dans chaque département, une phase de négociation entre l'État et les collectivités, donc conseils départementaux ou métropoles, va permettre de déterminer le contenu de chaque contractualisation, de chaque avenant entre l'État et le département. L'objectif est de signer les nouvelles conventions pluriannuelles d'ici à la fin du premier trimestre 2024. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. J'invite donc les structures porteuses des PAEJ à se rapprocher des commissaires à la lutte contre la pauvreté, des DETS également au niveau départemental, voire des collectivités concernées, afin de s'inscrire dans ces contractualisations. En tirant les enseignements de la précédente phase de contractualisation, les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, les CALPAE que vous connaissiez peut-être, cette nouvelle contractualisation s'appuie sur plusieurs principes. Le premier principe, c'est celui de la pluriannualité. La contractualisation, comme je vous le disais, elle va couvrir les années 2024 à 2027. En donnant cette visibilité sur 4 ans, l'État entend permettre aux collectivités, mais aussi aux acteurs locaux qui sont financés par ces collectivités, de concevoir des actions réellement transformatrices en matière de lutte contre la pauvreté, en donnant du temps aux actions de se déployer quand ce sont des actions nouvelles. La nouvelle contractualisation, elle a aussi pour but d'être plus adaptée aux besoins des territoires, en particulier grâce aux diagnostics locaux dont je viens de parler. La distinction qu'il y avait entre des mesures obligatoires par tous les mêmes au niveau national et des initiatives départementales a disparu, au profit d'une liberté donnée aux signataires de choisir les actions les plus adaptées aux besoins de leur territoire, en fonction des besoins non couverts, dans le cadre de référentiels qu'on a définis au niveau national, en concertation entre l'État et les collectivités. Cette contractualisation, elle doit permettre d'avoir un effet de levier. Un cofinancement entre l'État et la collectivité est maintenu à hauteur de 50% à parité pour chacune des actions contractualisées. Donc là où l'État apporte 1 euro, la collectivité apportera également 1 euro. Pour assurer l'effet structurant et levier de ces actions, ces dernières doivent donc être en priorité de nouvelles actions pour couvrir les besoins non couverts, ou des actions renforcées quand un dispositif marche mais qu'on veut accroître sa file active. Au-delà du soutien accordé aux points d'accueil et coups de jeunes, le pacte des solidarités fait de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes l'une de ses priorités. Je souhaiterais vous en dire quelques mots. Dans le cadre du pacte des solidarités, nous allons donc poursuivre et amplifier le volet jeunes en rupture du contrat d'engagement jeune. Peut-être allons-nous changer le nom, puisque certains nous l'ont signalé, avec l'objectif d'accompagner entre 2024 et 2027 plus de 50 000 jeunes en rupture. Je sais que nombre de structures porteuses de points d'accueil et coups de jeunes sont impliquées dans le déploiement du CEJJR, en particulier dans le cadre de consortiums. Le volet jeunes en rupture du contrat d'engagement jeune vise à mobiliser des moyens spécifiques afin de mieux repérer, remobiliser et accompagner les jeunes les plus en difficulté par des voies qui leur sont adaptées, en prenant véritablement en compte les freins à leur insertion, tant sur le plan du logement, de la mobilité et de la santé, ces freins qui reviennent le plus souvent dans ce qui nous est remonté, mais aussi de l'accès aux droits en général. Le contrat d'engagement jeune pour les jeunes en rupture, il repose sur la conviction que pour réussir à aller chercher les jeunes les plus éloignés, il faut penser des politiques conçues sur mesure pour eux, en s'appuyant sur des associations de terrain qui sont déjà en lien avec eux et qui peuvent avoir leur confiance ou la gagner. Sur le repérage de ces jeunes, nous pouvons quand même dire que nous avons fait des progrès significatifs grâce à la mise en place de l'obligation de formation pour les jeunes à 18 ans, par exemple, qui a été instaurée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. On rappelle les termes parce qu'elle n'est pas si connue que ça, cette obligation, et qui est entrée en vigueur à partir de la rentrée 2020. Nous allons poursuivre nos efforts pour concrétiser cette obligation de formation et ne laisser aucun jeune sans possibilité de solution pour avoir sa voix dans la vie active. En outre, dans le pacte des solidarités, nous allons poursuivre et amplifier les expérimentations
de l'insertion par l'activité économique qui bénéficie en particulier aux jeunes, notamment premières heures en chantier, pour les jeunes vraiment les plus exclus, convergence et tapage, le travail alternatif payé à la journée, que votre réseau connaît bien. Grâce aux moyens supplémentaires qui seront mobilisés, notre objectif est le doublement des bénéficiaires de ces expérimentations d'ici 2027. Par ailleurs, dans le cadre des nouvelles contractualisations avec les conseils départementaux et les métropoles, les actions qui seront soutenues viseront à s'appuyer sur le renforcement des compétences psychosociales des jeunes, à organiser des expériences de dépaysement, par exemple, à promouvoir des espaces de respiration en évitant le repli sur soi, toutes actions qui sont prévues dans le référentiel dont je vous ai parlé sur l'axe sur la prévention de la pauvreté dès l'enfance. Les moyens inscrits dans le cadre des contractualisations pourront permettre également de renforcer l'intervention des équipes de prévention spécialisées avec lesquelles vous avez plus que des liens, ainsi que de développer les chantiers éducatifs et les séjours éducatifs. Dans ce cadre-là, je pense que les PAEJ ont toute leur place, qu'ils en ont peut-être même encore plus qu'avant, étant donné l'importance que nous devons continuer à accorder pour l'avenir de notre pays aux jeunes qui sont les plus en difficulté. Et je vous remercie donc pour votre engagement et votre mobilisation dans l'accompagnement de ces jeunes en situation de vulnérabilité. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé l'échéance vraiment actuelle. Là, c'est maintenant que se jouent les éléments pour les contractualisations. On avait eu l'occasion effectivement de communiquer des informations suite à la validation du référentiel pour les métropoles il y a quelques semaines. Et là, j'ai cru comprendre que le référentiel pour les départements avait été communiqué cette semaine. Donc on va aussi refaire une petite piqûre de rappel, rappeler un petit peu les enjeux. Et l'enjeu principal, il est clair, il est financier. Ça veut dire que l'État peut apporter 50% de financement en plus des collectivités. Donc c'est non négligeable. Merci. Pas de questions? J'invite les participants à la table, enfin ce qui n'est pas une table ronde, un focus, à me rejoindre. Donc on va faire, comme on a pu le mentionner ce matin, un point sur les coordinations régionales. Donc Bretagne puis Occitanie. Donc si vous voulez bien venir, Erel Duguet, qui est directrice de l'association Sésame et coordinatrice régionale Bretagne. Anthony Lebotte, venez tous en même temps. Hein. Anthony Lebotte, qui est directeur adjoint prévention et promotion de la santé à l'ARS Bretagne. Pierre Pouliquin, vice-président jeunesse, égalité des droits, sport, vie associative au Conseil régional de Bretagne. Marie-Claude Dubé, sous-directrice en charge de l'action sociale à la CAF du Morbihan. Éric Barbier, chef de service prévention à l'association ARPAD qui porte la coordination régionale Occitanie. Et puis Xavier Drec, directeur adjoint groupe SOS Solidarité et délégué régional Occitanie. Et normalement, il y a des chaises pour tout le monde. Voilà. Donc on a pu dire ce matin, déjà merci encore une fois à tous. Oh oui, je vais le dire. Merci à tous d'être présents. On a parlé ce matin de l'échelon régional. Pour bien être clair, il ne s'agit pas d'opposer un échelon régional à un échelon départemental. On sait que l'échelon départemental a toute sa place. Il s'agit de voir en complémentarité ce que peut apporter aussi la présence à l'échelle régionale pour toucher un certain nombre de financeurs et donc pour faire rayonner les PAEJ, les faire gagner en visibilité et in fine servir bien sûr les missions qui sont portées. Je le disais ce matin, mais c'est bien de le rappeler, ce qui compte en premier lieu, c'est les publics que l'on accueille, les jeunes, les familles, et de répondre le mieux aux besoins. Donc nous avons, on va commencer par la partie Bretagne. J'excuse Madame Dubé qui devra partir un petit peu plus tôt parce qu'elle a un train, donc elle partira avant la fin de la table ronde. On va commencer par la partie Bretagne. Donc on a deux exemples qui sont vraiment pas des exemples à suivre absolument tels qu'ils ont été construits, c'est plus pour inspirer. On va voir que les deux exemples sont différents, que les choses ne se sont pas mises en place de la même manière. Au niveau de la coordination Bretagne, ma première question, elle est pour Erel Duguet. Qu'est-ce que cette coordination, elle apporte et qu'est-ce qu'elle a permis
pour les PAEJ bretons. Normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Oui. Alors du coup, il y avait quelques diapos. L'idée pour commencer à répondre à cette question, c'était de vous faire déjà un bref retour historique de comment ça s'est construit, pour témoigner que justement cette construction de coordination régionale, elle s'est structurée sur plusieurs années avec des étapes fondatrices. Tout commence en 2017 avec la volonté partagée des acteurs gestionnaires de PAEJ de se rapprocher dans un contexte de parution d'un nouveau cahier des charges. Et puis très rapidement, on décide d'organiser un temps de rencontre entre professionnels. C'est là notre premier objectif commun entre gestionnaires de PAEJ, créer un espace pour échanger sur nos pratiques. En 2018, on organise donc notre première journée d'études régionales qui est financée par la région, l'ARS et la DRJ-SCS. Et on est aussi en capacité la même année de faire notre première remontée régionale en compilant l'ensemble des données d'activité de tous les PAEJ du territoire régional. En 2019, on formalise un cahier des charges régional d'indicateurs d'activité, on crée notre identité visuelle et on se nomme le réseau Bretagne des PAEJ. En 2020, on formalise une charte de valeurs et de fonctionnement du réseau, on crée nos premiers outils de communication en commun à dimension régionale, on organise notre deuxième journée d'études régionales et on arrive à assumer une gestion commune lors de la crise sanitaire, c'est-à-dire que on arrive à visibiliser les conditions d'accueil qu'on propose aux jeunes pendant la période de crise sanitaire et à les faire remonter aux institutionnels. En 2021, c'est notre première année de financement d'un 0,50 ETP dédié à la fonction d'animation, de coordination et de représentation du réseau. C'est aussi notre troisième journée d'études régionales. En 2022, on formalise une charte interassociative qui est amendée par l'ensemble des conseils d'administration des structures gestionnaires du dispositif PAEJ et on organise notre quatrième journée d'études. Et enfin, en 2023, c'est la première feuille de route du comité des financeurs qui est formalisée et adressée à la coordination régionale et c'est notre 5e édition de journée d'études régionales. Ce qui est important de retenir dans ce bref détour historique, c'est que la construction du réseau, c'est le fruit d'une co-construction d'acteurs gestionnaires du dispositif PAEJ qui se sont retrouvés notamment parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs d'accompagnement auprès des publics jeunes et qu'ils souhaitaient défendre et préserver ce cadre d'intervention du dispositif. Mais c'est aussi le fruit d'une co-construction partagée avec les principaux financeurs des PAEJ sur la région Bretagne qui ont soutenu cette dynamique de réseau et lui ont permis d'accéder à de véritables moyens dans le cadre du financement d'un temps de travail dédié, 4 ans après notre première rencontre régionale. Maintenant, très rapidement, la présentation du réseau. Quand on dit réseau Bretagne PAEJ, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, en 2023, on est 11 structures gestionnaires dont la diversité du champ d'intervention constitue une réelle richesse pour le réseau Bretagne des PAEJ. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus du dispositif PAEJ que chacun des membres gère, les membres du réseau sont tous en charge de dispositifs liés soit à la protection de l'enfance, soit à la prévention spécialisée, à l'habitat jeune, à l'insertion socio-professionnelle, à l'information jeunesse, au soutien à la parentalité et aux soins infantaux-juvéniles. Par ailleurs, le réseau Bretagne, pour l'ensemble des membres, il s'arrime sur un principe de libre adhésion, une pratique coopérative et contributive, un système de concertation et de validation avec du coup une composante délibérative et décisionnelle. Ce point me semble important à souligner dans la mesure où l'entrée dans le réseau de Bretagne des PAEJ, il est toujours lié à un souhait d'attachement. Dit autrement, il s'agit pour les gestionnaires de PAEJ d'un souhait volontaire et consenti. Selon moi, c'est une donnée constitutive du réseau Bretagne des PAEJ qui participe de manière importante à sa réussite, au sens où l'ensemble des acteurs sont tous parties prenantes du réseau. Ils y contribuent de manière active, de telle sorte que chaque membre nourrit le réseau, participe à faire de ce dernier un réseau d'acteurs singulier et unique, en lien avec les partenaires institutionnels, financeurs du dispositif. Et donc maintenant, j'en arrive à la question de Michael. Qu'est-ce que permet la présence d'une coordination régionale en Bretagne ? Et dans le temps imparti qui me reste, on a fait le choix avec les collègues du réseau de privilégier la présentation de 5 éléments qui nous semblent prégnants dans ce que permet la présence d'une coordination régionale en Bretagne. Le premier élément, c'est la mise en place d'une forme d'observatoire régional constitué notamment d'une remontée statistique des données d'activité, ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir vous énoncer les chiffres suivants. Pardon, c'est la fin de journée. En 2022, l'activité du réseau Bretagne des PAEJ, c'est 3 980 personnes accompagnées, c'est 12 491 entretiens réalisés, c'est 329 actions collectives réalisées,
C'est 43 professionnels mobilisés à hauteur de 25,78 ETP. C'est plus de 90 000 km parcourus sur le territoire régional et c'est 103 lieux d'accueil qui ont été proposés aux jeunes et aux membres de leur entourage. Cette dimension d'observatoire, elle est encore en pleine construction. En 2023, le réseau a souhaité complémenter sa remontée statistique. Pour ce faire, on a sollicité l'ensemble des services pour une remontée qualitative, exempt volontairement de toutes données chiffrées. Une remontée de terrain résolument non exhaustive, une sollicitation très ouverte pour permettre de mettre en avant les savoir-faire des professionnels de l'écoute. Chaque service a été mobilisé pour répondre aux 4 questions suivantes. Quelles sont les problématiques majoritairement accueillies aujourd'hui au sein de votre PAEJ ? Quelles sont les problématiques des jeunes accueillis aujourd'hui sur votre territoire qui suscitent votre attention, votre vigilance et ou vous préoccupent ? Est-ce qu'il existe des phénomènes émergents que vous avez récemment accueillis au sein de vos structures et sur lesquels vous souhaitez communiquer ? Et enfin, au regard de vos constats, considérez-vous qu'il y aurait des modalités d'écoute à renforcer, à développer ou à expérimenter ? Des éléments prégnants sont ressortis de cette consultation régionale, mettant en exergue des problématiques communes à l'ensemble des territoires, et ce, indépendamment du territoire d'intervention. Voilà, ça c'est le premier élément qui a permis en fait la mise en place d'une coordination régionale. Le deuxième élément qui est aussi essentiel pour nous, c'est la mise en place d'espaces de réflexion et d'élaboration pour les acteurs de terrain. Depuis 2017, le réseau Bretagne des PAEJ et la coordination régionale garantit un espace de rencontre aux professionnels dans lesquels ils viennent questionner la spécificité de leur pratique. En 2023, il a été question des risques de désocialisation. En 2022, la transidentité. En 2021, l'impact de la crise sanitaire. En 2019, le secret professionnel et le partage d'informations à caractère secret. Et en 2018, la notion d'inconditionnalité de l'accueil. Aujourd'hui, on le sait, le temps dédié à la conceptualisation, il est devenu un luxe pour les acteurs de terrain. Et le réseau et la coordination régionale défendent cette nécessité et elles s'attellent à co-construire avec les professionnels de l'écoute des journées de réflexion et d'échange indispensables pour garantir la qualité de l'offre d'écoute au sein des PAEJ. Un troisième élément que la coordination régionale a permis également de mettre en place, c'est de rendre visible le dispositif PAEJ à l'échelle en fait, territoriale et de lui donner une légitimité. J'avais plein d'exemples à vous citer, mais je n'ai pas le temps, alors j'irai directement à la conclusion. Le réseau et par conséquent les PAEJ ont acquis sur cette dernière année une légitimité à pouvoir parler des problématiques jeunesse, de telle sorte que si au sein du réseau, la dimension généraliste, elle demeure constitutive de nos cadres d'intervention, aujourd'hui, nous revendiquons être des spécialistes des problématiques jeunesse et nous avons légitimité à en dire quelque chose. Et puis le dernier élément essentiel avec la mise en place d'une coordination régionale, c'est bien sûr la mise en place d'un dialogue structuré avec nos principaux financeurs qui sont ici autour de moi. Cette relation, elle est précieuse. On a réellement appris à se connaître, ce qui permet une réelle considération des enjeux réciproques de chaque partie prenante du dialogue structuré, acteur gestionnaire du dispositif, mais aussi partenaire institutionnel. Il y a une reconnaissance de l'engagement des acteurs de terrain et nous en avons besoin, car ce que nous réalisons chaque jour, acteurs de terrain et responsables de structures à caractère social, méritent une réelle considération de la part des pouvoirs publics. Nous assurons une mission d'intérêt général qui participe à la cohésion de notre société. Et comme tout à chacun, nous avons besoin de cette reconnaissance pour continuer notre engagement sur le terrain, d'autant plus dans un contexte de quête de sens au travail. Pour terminer, je pense important de souligner que ce n'est pas de la chance si nous en sommes là aujourd'hui en région Bretagne. C'est bien à la fois le fruit d'une volonté de la part des gestionnaires du dispositif PAEJ. Nous étions convaincus de l'intérêt de nous rapprocher, de partager nos savoir-faire, de mutualiser nos outils, de garantir un cadre d'intervention commun pour mieux le défendre. Mais c'est aussi bien entendu des choix politiques et un engagement volontariste des institutions qui composent le comité des financeurs. Je terminerai par une citation d'Henry Ford, alors qui est pourtant très éloigné de notre secteur d'intervention, mais que j'ai trouvé très juste pour résumer le travail que constitue selon moi la mise en place d'un réseau d'acteurs des PAEJ et d'une coordination régionale. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Merci. C'est beau, oui, merci RL. C'était extrêmement complet. Merci d'avoir mis en avant tout ce qu'apporte effectivement cette coordination qui est plus que pertinente. On voit qu'à bien des égards, c'est quelque chose qui est même indispensable, aussi pour les professionnels, pour réfléchir et pour mutualiser un peu des pratiques et évoluer aussi. Ce que je retiens, c'est qu'il y a les évolutions en fonction du contexte. Tu as parlé de la période Covid, il y a des choses spécifiques qui ont été mises en place, et puis aussi l'intérêt de pouvoir remonter des préoccupations qui arrivent au fur et à mesure où elles arrivent.
Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole donc aux trois porteurs de cette coordination, parce que la coordination en Bretagne, c'est certes un poste de coordinatrice, et puis tout le travail qu'Irel vient de dire, mais c'est aussi la coordination entre les trois financeurs à ce jour. Donc, pour Monsieur Lebotte de l'ARS, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement ce comité des financeurs ? Oui, alors merci tout d'abord pour cette invitation, et puis je suis finalement assez fier de représenter les ARS aujourd'hui parce que on en a beaucoup parlé et voilà, je trouve que c'est bien que je sois là aussi. Alors j'y suis au titre de la Bretagne, mais voilà, je trouve que c'est important. Le comité des financeurs, effectivement, c'est ce qui constitue en fait notre engagement voilà, à l'ARS Bretagne, au 4 CAF de Bretagne, au Conseil régional, c'est ce qui le matérialise et ça nous permet, nous, d'articuler nos actions autour de nos politiques jeunes. Ça nous permet surtout en fait, d'agir en cohérence sur nos finalités, sur un enjeu commun d'offrir un service aux jeunes et à leur entourage. Et cet enjeu commun, en fait, à travers le comité des financeurs, on s'attache à ce qu'il soit accessible. Donc c'est comment nous, au sein du comité des financeurs, on a cette réflexion de l'accessibilité et de la couverture géographique. On s'assure à ce qu'il soit de qualité. C'était intéressant dans les échanges et dans les ateliers qu'il y a eu aujourd'hui. On a entendu parler de qualité et je pense qu'effectivement c'est important ces questions sur la façon dont vous, professionnels des PAEJ, vous travaillez et qu'on puisse vous donner l'opportunité de pouvoir réfléchir sur ces enjeux de qualité. Et puis il y a bien évidemment comment ça s'inscrit dans nos politiques locales et comment ça s'inscrit en articulation avec d'autres dispositifs que chacun peut porter pour sa part. Pour illustrer peut-être les propos, ce comité des financeurs, en fait, il va prendre une nouvelle trajectoire en 2024 parce qu'on va signer une convention partenariale. Et cette convention partenariale, elle va nous permettre notamment, de pouvoir afficher notre ambition de maintenir l'accompagnement des points d'accueil écoute jeune en Bretagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'écrire et le dire dans un cadre pluriannuel en plus, ce qui est assez intéressant. Et puis aussi de se dire qu'au-delà de ce soutien à l'accompagnement des PEJ déjà existants, on peut aussi étudier des nouveaux déploiements sur le territoire. Derrière, ça veut dire que pour nous, il faut qu'on soit capable effectivement d'avoir une stratégie concertée de déploiement des PAEJ en Bretagne, qu'on s'accorde nous sur le suivi, vous en parliez RL, mais comment on veut organiser le suivi des PAEJ, comment on veut accompagner les PAEJ. Il faut aussi qu'on soit capable de rendre nos financements lisibles et dans quelle durée ces financements peuvent s'inscrire, parce que c'est effectivement important pour les PAEJ et pour le réseau des PAEJ d'avoir cette visibilité-là. Et puis, c'est pouvoir définir ensemble au sein des comités des financeurs comment on suit, comment on définit la mission de coordination régionale des points d'accueil écoute jeune. Ça se traduit aussi pour nous, entre nous, à un niveau harmonisé d'information. Il faut qu'effectivement, entre ARS, Conseil régional et 4 CAF de Bretagne, on puisse partager sur nos différentes politiques et les différents objets qui nous animent. Ça nous permet de renforcer nos collaborations interinstitutionnelles, évidemment, et puis ça facilite le lien avec d'autres dispositifs qu'on a sur le territoire. En pratique, ça s'organise autour d'une gouvernance. Donc on a une animation générale avec un comité stratégique des financeurs et un comité technique des financeurs. C'est très classique, mais c'est assez efficace en fait au quotidien. Ça permet à chacun de participer du coup au financement des points d'accueil écoute jeune au regard de son périmètre, c'est-à-dire qu'on est bien sur nos champs de compétences propres et sous réserve de nos propres arbitrages financiers, c'est-à-dire qu'on est dans des environnements avec des arbitrages financiers qui sont différents, mais on arrive à s'articuler entre nous pour à la fois mettre en lien en fait nos périmètres et ces arbitrages financiers. Ça nous permet du coup de nous concerter sur nos financements, ça nous permet de les rendre visibles et dans un caractère pluriannuel. Et puis ça permet aussi aux PAEJ de connaître les modalités de financement qui sont susceptibles d'être mises en œuvre. Enfin, peut-être un dernier mot, parce que c'est aussi important, c'est le comité des financeurs, il nous permet d'échanger conjointement et directement entre nous, financeurs, avec la coordination des PAEJ et avec les PAEJ. C'est le schéma, c'est ce qui représente en fait. Donc on a essayé de mettre tout le monde sur ce schéma-là pour dire qu'en fait ça permet d'aller du comité des financeurs jusqu'au PAEJ et dans les deux sens. Et puis ça nous permet aussi de rendre nos actions efficaces et concrètes en Bretagne pour ce dispositif d'accueil et d'écoute jeune. Merci beaucoup. Et alors, d'un point de vue, j'ai posé après la même question à tous les trois. Plus spécifiquement côté ARS, qu'est-ce qui fait que vous souhaitez et que vous trouvez pertinent de soutenir les PAEJ ? Alors, pour l'ARS, effectivement, en tout cas pour l'ARS Bretagne, on a cette intention de pouvoir... souvent, je le rappelle, on a 4 missions de santé majeures en fait. Prévenir les risques et promouvoir la santé, organiser et réguler la prise en charge des soins, avoir une offre de santé et des services médico-sociaux et puis veiller à assurer la sécurité sanitaire des populations. On inscrit ça dans un projet régional de santé en fait et on a plus particulièrement en fait un point sur la prévention et la promotion de la santé. Et pour nous, en fait, le développement des points d'accueil écoute jeune, ça constitue une des priorités du projet régional de santé
santé de Bretagne. Quand je dis une des priorités, c'est qu'on l'a inscrit en fait dans le PRS 2023-2028. Et nous, ça nous permet de conforter en fait la nécessité de mieux répondre dans un jeu de promotion de la santé des jeunes, et notamment d'être en capacité de pouvoir adapter des nouvelles stratégies d'intervention dans tous les milieux de vie. Pareil, ça a été beaucoup dit dans les ateliers aujourd'hui, c'est finalement les jeunes ils sont multiples, les milieux de vie ils sont multiples, et donc comment on agit pour avoir des réponses les plus adaptées aux besoins de santé des enfants et des jeunes. Et donc à ce titre-là, le PAEJ nous semble un formidable levier pour apporter ces réponses-là. Ça a aussi été dit, mais globalement les jeunes ils sont plutôt en bonne santé, et heureusement. Eux se perçoivent comme tels, et heureusement aussi, ça c'est plutôt des choses très positives. Ça a été dit tout à l'heure, la crise sanitaire, en revanche, elle a mis en lumière un certain nombre de situations qui sont complexes. Il y a des usages, il y a plein d'usages qui peuvent être excessifs chez les jeunes. Il y a des augmentations de la sédentarité, une dégradation de la santé mentale. Enfin voilà, on peut faire la liste de tout ce qui est effectivement le manque de nature aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui apparaissent de plus en plus. Et ça nous paraît extrêmement important, effectivement, de pouvoir agir sur ces sujets-là, de pouvoir se mobiliser. Et les PAEJ sont un formidable levier pour répondre à ces enjeux-là. Et à ce titre-là, on souhaite vraiment pouvoir avoir une offre de conseils d'orientation qui soit disponible pour les jeunes. Et quand on dit disponible, en fait, on s'attache à 3 critères qui nous semblent toujours importants. Il faut qu'elle soit lisible, de qualité et accessible à tous. Elle soit inscrite dans une offre plus globale et graduée et partenariale. Et quand on dit ces 3 choses-là, on en a aussi parlé ce matin dans un atelier, pour nous c'est important que les PAEJ, les points d'accueil écoute jeunes, soient connus, qu'on les fasse connaître et qu'on les fasse reconnaître, qui s'inscrivent dans une offre plus globale parce qu'on est persuadé qu'ils doivent et qui fonctionnent, parce que c'est comme ça que ça se passe au quotidien, avec la maison des adolescents, avec les consultations jeunes consommateurs, avec l'ensemble des dispositifs jeunes, et ça nous semble important, et partenarial dans les relations qu'on a aujourd'hui avec le Conseil régional ou la CAF sur le sujet des PAEJ. Donc ça nous semble être extrêmement important, et ça nous semble pouvoir permettre en fait de répondre aux jeunes dans leur pluralité et à nos enjeux de couverture territoriale pour que ce soit accessible en tout point de Bretagne. Peut-être deux dernières choses sur les PAEJ. Ça nous permet, pour la RS Bretagne, c'est aussi un élément qui est important, c'est le soutien aux professionnels des PAEJ. Donc ça, voilà, c'est aussi, en le marquant dans le projet régional de santé, en s'inscrivant dans ces conventions partenariales, ça permet de le souligner. Et puis un dernier élément auquel on est attaché, c'est la participation des jeunes. Ça nous semble aussi important de faire avec les jeunes et avec leur entourage. Et les PAEJ, c'est aussi une capacité de pouvoir apporter cette réponse-là. Donc on a des PAEJ qui pour nous sont un premier niveau de réponse, qui devrait être le niveau connu de tous les jeunes et la porte d'entrée dès qu'ils ont une question. Après, à charge pour les PAEJ d'orienter vers les autres dispositifs. C'est comme ça en tout cas qu'on le conçoit en Bretagne, et c'est aussi pour ça qu'on souhaite soutenir les PAEJ en Bretagne. Merci, je ne l'ai pas précisé, mais il y aura aussi une session de questions-réponses, donc vous pouvez noter dans votre tête ou sur un bout de papier pour après re-questionner. Merci de nous avoir présenté ces modalités de fonctionnement. Et alors pour M. Pouliquin, justement, qu'est-ce qui a fait que le comité a choisi ce mode-là de fonctionnement pour la coordination ? Sur le comité des financeurs, la mise en place, donc ça fait quand même plusieurs années. Alors je pense que c'est avant tout une volonté, volonté de la politique de la part de la région, volontariste de vouloir travailler autour de la jeunesse et des problématiques notamment des jeunes, puisque comme on l'a entendu tout à l'heure, nous ne sommes pas l'échelon prioritaire d'accompagnement des PAEJ. C'est vraiment volontariste de mettre en place un budget autour de ces PAEJ. Donc le comité des financeurs, ça fait quelque temps qu'il était déjà en place, tout simplement pour rendre plus fluide, on l'a dit les uns et les autres, plus fluide le lien de facilité de coordination, et qui s'est créé surtout après quand la coordination régionale s'est mise en œuvre. Alors c'est vrai que depuis 2021, avec des changements successifs, notamment les CAF, qui prenait la place de la DRJSCS. Donc on avait déjà un travail qui était mis en œuvre. Alors moi j'aime bien rappeler les lois, parce que quand elles existent et quand on les met en place, elles sont aussi efficaces. Et donc la loi NOTRe nous permettait de créer des comités techniques d'action publique où le président et le préfet de région à l'époque avaient décidé de mettre la jeunesse dans une des priorités de co-construction de politique publique. Et ensuite, il y a eu évidemment cette pandémie qui a aggravé les situations de nos jeunesses. J'aime bien parler des jeunesses au pluriel. Et donc, du coup, qui nous a fait accélérer tout simplement cette mise en œuvre. Et on parlait tout à l'heure de conventions qu'on va arriver à signer bientôt. Donc, c'est non seulement une volonté politique, mais qui
se met en plus en œuvre clairement avec une signature de convention et donc un engagement réciproque des uns et des autres, et comme le disait Anthony Lebot, avec nos prérogatives, nos compétences et nos moyens, mais de pouvoir articuler, de faire en sorte que tout simplement l'objectif principal qui est le nôtre, tous les trois, tous les quatre, et tous ensemble et tous ici, c'est que nos jeunes aillent mieux, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est surtout, en fait, j'ai envie de dire, pour une question de fluidité, coordination. On a beaucoup entendu, j'étais là tout à l'heure, je ne suis pas intervenu, mais de la coordination, comment on fait plusieurs acteurs sur le terrain. Donc c'est bien une entrée aussi régionale, mais je le dirai par la suite, le pourquoi de l'entrée régionale et aussi le pourquoi vis-à-vis d'une loi qui est arrivée tout simplement en 2017. Et même Je le dis maintenant alors. Bah, vous pouvez le dire maintenant, c'était ma question. Vous parlez de volonté politique, mais qu'est-ce qui fait justement que cette volonté politique elle existe du côté du Conseil régional et pourquoi ce soutien? On voit, nous, au niveau national, que malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les conseils régionaux. Alors c'est vrai qu'on aime bien expérimenter en Bretagne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On est là, voilà, quand les acteurs veulent bien travailler ensemble et se mettre tous autour de la table, on expérimente. Ce que j'ai oublié de dire, c'est quand même que le résultat de cette coordination, c'est qu'on a ouvert 6 nouveaux PAEJ et qu'on a déjà anticipé là où il faut maintenant des PAEJ parce qu'ils n'existent pas sur les territoires. Alors après, chacun dans nos prérogatives, on arrive ensemble et on fera en sorte de pousser les acteurs locaux à ouvrir des PAEJ là où il n'y en a pas. Et c'est vrai que vous avez vu la cartographie tout à l'heure. De temps en temps, on a toujours tendance à écouter le côté négatif. Là, on va un peu se donner un peu de glorification et de se dire qu'on a soit mis un modèle en place qui ne s'adapte pas partout et qui s'adaptera pas partout de la même façon, mais tout simplement dans la notion de différenciation. Et donc, c'est vrai que la région, pourquoi ? Parce que en 2009, les institutions européennes ont tout simplement mis en place une nouvelle stratégie d'efficacité des politiques publiques qui dit qu'on construit maintenant des politiques publiques, non pas pour les jeunes, mais avec les jeunes. On a tendance à dire que quand on parle de l'environnement aujourd'hui, nous on dit tout simplement que l'énergie renouvelable de notre territoire, c'est tout simplement les jeunesses. Et donc à un moment, on ne peut plus, et pas seulement que les politiques jeunesse, on ne peut pas continuer à faire sans eux, sans savoir où les trouver. J'entendais tout à l'heure où on les trouve. La petite blague, je ne vais pas la faire ici, mais dommage, chez McDo, on les trouve rapidement en fait, hein, ou dans un food truck aujourd'hui. Donc à un moment, il faut aussi qu'on change notre façon, tous et toutes, de faire ensemble. Et donc nous, la loi 2017 égalité et citoyenneté est arrivée à donner le rôle de chef de fila aux régions. Donc chef de fila, ce n'est pas une délégation de compétences, c'est simplement de coordonner, d'organiser, d'animer les politiques jeunesse. Donc on a mis en place un diagnostic, etc. Je ne vais pas vous faire tout le détail ici, mais on est arrivé avec un plan de mobilisation qui est mis en œuvre de 2020 jusqu'à 2025, qui nous donne des priorités, qui a été co-construit avec les acteurs des jeunesses, mais avec les jeunes aussi, et avec 16 chantiers, je ne vous les donne pas, mais dont les chantiers qui nous intéressent aujourd'hui sur la santé des jeunes. C'est simplement une méthode, mais avec une confiance au territoire. Il est quand même important, et je répète là-dessus, que la notion de différenciation soit prise. Les jeunes d'un territoire à l'autre, d'urbain au rural, n'ont pas les mêmes conditions de vie, n'ont pas les mêmes envies non plus des fois, parce qu'il faut aussi penser à leurs envies. Donc voilà, donc c'est l'efficacité du plan de mobilisation et qui nous a permis, Erel l'a dit tout à l'heure, mais en 2021, d'être plus que réactif, de ne pas se chercher à savoir qui fait quoi ou qui va faire quoi. C'est juste parce qu'on avait une méthode de mise en œuvre, qu'on a tous décidé, nous on a mis 2 millions d'euros sur la table en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, quelle est l'urgence, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit vraiment visible tout de suite. Et donc on s'est mis ensemble et tout simplement. Donc on prouve juste qu'à un moment, le bon sens collectif pour l'intérêt général fonctionne encore. Il y a un mot qui est ressorti quand on avait préparé cette intervention, de part et d'autre, côté PAEJ et côté des 3 financeurs, c'est le mot de confiance qui est important parce que justement on voit que ça permet de se parler, de se dire les choses aussi qui vont bien ou qui vont pas forcément bien, à améliorer. Et ça permet aussi d'anticiper les prochaines années, vous avez commencé d'en parler. Et c'est ma question maintenant pour Madame Dubé, savoir quelle est justement l'ambition de ce comité et pour la coordination régionale. Ça marche tout seul. Voilà.
Merci. Permettez-moi tout d'abord de rappeler, en effet, je pense que vous en avez déjà longuement parlé peut-être ce matin, que le soutien des CAF auprès des points d'accueil et coups de jeunes date de 2021, liant le transfert en fait de cette mission de l'État vers la branche famille. Vous dire que je l'ai perçu comme un beau challenge pour les CAF, pour la branche famille, et aussi une satisfaction de pouvoir intégrer votre offre de service des points d'accueil et coups de jeunes dans l'offre de service des CAF au service des politiques jeunesse, en complément des autres dispositifs, des autres équipements que les CAF financent déjà. Et dans le cadre d'une politique départementale, donc en appui des conventions territoriales globales et des schémas départementaux des services aux familles, nous en parlions justement tout à l'heure dans un précédent atelier, mais aussi une politique régionale, comme nous venons un instant de le souligner et de le témoigner face à vous, dans le cadre du coup d'une collaboration forte entre nous, entre la région, l'ARS et les CAF. Donc nous, parce que là aujourd'hui j'ai aussi le plaisir de représenter les CAF de Bretagne, donc je parle aussi au nom des 4 CAF, de mes collègues et des représentants en direction des CAF de Bretagne. Donc un partenariat des plus satisfaisants que j'ai ici plaisir à souligner. Je crois que c'est important aussi, on se le dit de temps en temps, mais bon, c'est cette confiance aussi, et quand ça ne fonctionne pas ou quand on n'a pas le même avis, on le partage également en toute transparence. C'était aussi important pour nous de le témoigner auprès de vous. Vous précisez aussi au niveau des 4 CAF de Bretagne, donc nous sommes une petite région, on n'a pas, c'est vrai que c'est différent peut-être sur différents territoires, mais nous sommes restés 4 CAF en Bretagne, par rapport dans la continuité aussi de la loi NOTRe. Nous avons une organisation qui date déjà depuis plusieurs années, une organisation, une volonté de nous rencontrer régulièrement entre agents de direction en charge de l'action sociale pour partager différents sujets, dont la jeunesse. Et nous avons également, d'autre part, une organisation où nos référents thématiques se rencontrent également régulièrement, ce qui nous permet d'être vraiment ensemble sur différents sujets. On se répartit aussi des champs thématiques en termes de représentation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir d'être à vos côtés. Et dans le comité par exemple, stratégique des financeurs, eh bien, en termes d'animation, c'est la CAF du Morbihan qui est présente pour l'animation en fait, des CAF Bretagne, en direction de l'ensemble des acteurs et aux côtés de la région et de l'ARS. Et dans chaque comité technique des financeurs et aussi le comité stratégique, l'ensemble des collègues thématiques des CAF sont toujours représentés. Donc c'est une répartition sur laquelle on s'est mis d'accord entre les agents de direction en charge de l'action sociale. Ce qui nous permet aussi d'être présents sur l'ensemble des sujets qui nous concernent. Ça, c'est important puisque cette organisation, elle est très structurante. Elle est très structurante à l'échelle du partenariat régional pour nous, CAF, aux côtés de la région et aux côtés de l'ARS. Concernant notre ambition, puisque c'est votre question, notre ambition partagée pour les points d'accueil et coups de jeunes bretons, eh bien, il s'agit avant tout, pour nous, de permettre d'avoir une offre de services territorialisée à destination des jeunes sur l'ensemble des territoires bretons, d'être au plus proche des préoccupations des jeunes. C'est-à-dire que chaque jeune, peu importe où il habite, que ce soit en secteur urbain, en secteur rural, peu importe ses préoccupations, qu'il soit écouté, qu'il soit entendu. C'est vraiment une priorité que nous avons à vos côtés, aux côtés des points d'accueil et coups de jeunes. Et il nous appartient, et on se l'est déjà dit, il nous appartient à nous de garantir cette proximité de l'offre à vos côtés. Donc pour qu'au plus proche des lieux de vie des jeunes, donc leur lieu d'habitation, mais aussi leur lieu d'éducation, leur lieu de loisirs et de fréquentation, que ce soit sans faire de publicité à tel ou tel endroit, mais en effet, nous devons être là où ils sont. Donc c'est vraiment un enjeu fort que nous portons au niveau du comité des financeurs bretons. Il s'agit aussi de garantir une pérennité de l'offre de services que vous offrez au niveau des points d'accueil et coups de jeunes, tant du volet de l'accompagnement en ingénierie que sur le volet financier. Par conséquent, de garantir le maintien de l'existant, mais aussi, nous l'avons tout à l'heure évoqué, d'aller sur du développement. Donc l'intérêt aussi, et là nous le faisons en pleine concertation, nous le faisons en lien avec la coordination aussi des points d'accueil coups de jeunes, de cibler évidemment les territoires aussi pertinents, là où les besoins sont prégnants, parce que nous sommes aussi contraints et nous faisons face aussi à des enveloppes financières. Donc nous en discutons entre nous s'il y a par exemple des choix de priorisation. Aujourd'hui, nous avons ciblé des territoires pour avoir un spectre, je dirais, qui puisse toucher le maximum de jeunes sur les territoires bretons.
Ça, c'est très important pour nous. Et cette trajectoire de soutien du comité des financeurs, elle se définit en concertation à partir, bien sûr, de ce qui existe sur les territoires, mais aussi de ce qui n'existe pas, et en fonction des besoins des jeunes. Donc nous travaillons étroitement au sein de ce comité des financeurs, avec la satisfaction, nous l'avons déjà dit, je vais le redire, mais de signer prochainement une convention cadre entre la région, l'ARS et les 4 CAF de Bretagne. Donc cette trajectoire de soutien, elle prend également en compte, bien sûr, la coordination régionale qui est essentielle et qui a pu être présentée par Erel Duguay. L'engagement des financeurs, donc notre engagement, il s'inscrit dans la durée, sur une base d'une pluriannualité. C'est important, ça apporte de la lisibilité, de la sécurisation aussi pour les gestionnaires. Consolider la pérennisation de l'offre de services des points d'accueil écoute jeunes, pour nous, est notre priorité au niveau du comité des financeurs. Et nous allons nous baser pour cela sur le prochain livrable de la future prestation de services qui sera mise en œuvre prochainement par les CAF, donc qui est prévu courant 2024. Je pense que c'est un sujet qui a été abordé ce matin. Donc cette prestation de service, nous la voyons comme un vrai levier structurant au niveau des CAF, dans le travail que nous pouvons faire ensemble, aux côtés de nos partenaires. Donc pour la région Bretagne, bien, aux côtés de la région et aux côtés de l'ARS, nous avons convenu ensemble au niveau des financeurs qu'en appui sur cette future prestation de service point d'accueil écoute jeune, nous veillerons ensemble à harmoniser nos demandes, nos formalismes en direction des gestionnaires bretons des points d'accueil écoute jeune, afin de faciliter les démarches, le reporting, les engagements que nous pouvons prendre à vos côtés et d'apporter une lisibilité globale. Donc pour nous, c'est un levier structurant, l'arrivée de cette prestation de service PAEJ. Notre ambition, elle est aussi de renforcer la connaissance de votre offre de services en direction de la jeunesse, de l'offre des points d'accueil écoute jeunes, en direction des élus et des acteurs locaux, donc au plus proche du territoire, que ce soit un foyer de jeunes, que ce soit une association de jeunes, mais vraiment être au plus proche et rendre compte de cette connaissance de l'existence de l'offre des points d'accueil écoute jeunes, parce que nous constatons encore trop souvent, j'ai envie de dire aujourd'hui, la méconnaissance parfois d'élus locaux de ce que vous portez au quotidien dans l'offre que vous apportez en direction des jeunes et de leur entourage. Donc vous confiez par exemple que lorsque je rencontre un élu et que j'expose auprès de cet élu l'offre jeunesse soutenue par la CAF, eh bien je suis fière de parler de ce que vous faites au quotidien, de ce que font les points d'accueil écoute jeunes sur le territoire. Et j'y veille beaucoup dans toutes mes rencontres avec les élus ou les partenaires locaux. À ce titre, au niveau des financeurs, nous souhaitons renforcer la concertation avec les élus locaux et les acteurs jeunesse à l'échelle des territoires de projet. Parce qu'il est essentiel en effet pour nous qu'on soit sur un maillage territorial et partenarial de l'offre d'accueil des points d'accueil écoute jeunes et un ancrage également territorial de vos offres de services. C'est essentiel pour le soutien à la jeunesse. Ce matin, je ne pouvais pas être avec vous, j'en suis navrée, mais du coup, j'ai eu l'occasion de participer. J'étais en préfecture à Vannes et nous avons discuté du pacte local des solidarités. Et le sujet des points d'accueil écoute jeunes, nous avons pu du coup en faire part et en échanger. Nous saurons du coup, dans le cadre de ce travail de maillage partenarial et territorial, nous saurons nous appuyer bien sûr sur les conventions territoriales globales portées par les CAF auprès et avec les collectivités. C'est un bel enjeu que nous avons au niveau de la branche famille pour appuyer l'offre jeunesse. C'est aussi les dispositifs des contrats locaux de santé qui sont portés par l'ARS avec les collectivités. C'est aussi les volets jeunesse, des schémas départementaux des services aux familles, qui sont des beaux leviers activés à l'échelle départementale pour engager une concertation qui va au-delà, je dirais, des institutions que nous représentons ici même aujourd'hui, en lien notamment avec la DSDEN, les différents services de l'État et d'autres acteurs locaux à l'échelle départementale. Donc j'invite sur l'ensemble de mes collègues des CAF, et je ne doute pas que c'est déjà en cours sur les volets jeunesse, à enclencher ce beau levier que peut nous permettre les SDSF, pour lesquels, en tout cas, chacun d'entre vous, en tant que point d'accueil écoute jeune, sur les différents dispositifs ou démarches que je cite, vous êtes des partenaires extrêmement importants, des contributeurs essentiels. Donc, j'en conclurai mes propos en soulignant l'engagement. C'est des mots importants pour nous au niveau du comité des financeurs et avec la coordination. L'engagement, ensemble, de pouvoir aussi s'inscrire dans une stratégie d'allier nos trajectoires, nos politiques respectives et nos trajectoires de financement en direction de la jeunesse pour vous soutenir dans le cadre bien sûr d'une continuité éducative, d'un accompagnement à l'autonomie, à la citoyenneté des jeunes, c'est-à-dire concrètement d'une contribution riche d'apports
pour l'avenir de la jeunesse. Et on sait que c'est très très important. C'est pas toujours facile. On a retracé un petit peu l'histoire. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce qu'on vient aujourd'hui vous dire, ce qu'on souhaite témoigner, c'est que c'est possible. Et c'est vraiment ça le dernier mot que j'avais envie de dire, engagement ensemble et possibilité. Merci. Merci beaucoup. Vous avez très bien conclu, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, on va se souvenir de ces 3 mots-là. Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant, donc si vous devez peut-être nous quitter, mais je ne sais pas trop quelle heure il est. Voilà, vous voyez. Merci. Et on va maintenant se tourner du côté Occitanie avec Éric Barbier, Occitanie, je le disais, c'est un schéma différent. Il y a plus d'une décennie déjà que les travaux ont commencé pour mettre en place la coordination régionale. Éric, est-ce que tu peux nous réexpliquer justement comment tout cela s'est mis en place? Juste avant, je voulais dire que voilà, on avait aussi convié le conseil régional qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'aujourd'hui ça tombait le même jour que la présentation du pacte des solidarités. Donc ils se sont excusés. On a eu aussi l'ARS qui avait des conflits d'agenda. Mais néanmoins, on s'est réorganisé avec Éric et Xavier pour vous présenter ça au mieux. Bonjour. Je salue les collègues de l'Occitanie qui sont venus nombreux. Et je salue tout le monde aussi dans la salle. Et je remercie très chaudement le témoignage de la Bretagne qui nous fait du bien à tous. C'est vraiment nécessaire. Pour resituer la dynamique de la coordination régionale sur la région Occitanie, je suis obligé de repartir d'un petit peu loin et d'indiquer sur une première diapositive qu'elle s'est inscrite vraiment en affinité avec les dynamiques de ce qui s'appelait BJARF et qui est devenu ANPAEJ, et qui s'appuie notamment sur le fait que quand cette association nationale des points d'accueil écoute jeunes s'est constituée, elle a impulsé une dynamique de séminaires régionaux, interrégionaux, inter-réseaux, etc., qui étaient centrés sur comment développer cette pratique particulière en PAEJ de ce qui était à ce moment-là un nouveau dispositif. Donc, je le souligne parce que ça a été fondateur dans la possibilité d'aller rencontrer les autres PAEJ de la région pour se mettre autour de la table, se parler, se connaître, identifier les valeurs que nous avions, comment on pouvait les partager. Cette dynamique-là nous a permis effectivement de mobiliser dès 2012, entre 2011 et 2012, l'ensemble des PAEJ des 8 départements de l'ex-région Midi-Pyrénées sur lesquels se mettaient en œuvre 9 PAEJ. Donc il y avait un département sur lequel il y avait 2 PAEJ et tous les autres étaient un PAEJ, un département. Ça nous a permis d'établir une convention qui formalisait notre rencontre de ces différents PAEJ et de nous mettre en lien avec l'ARS qui identifiait les PAEJ comme un interlocuteur intéressant pour eux dans le cadre de leur PRS, notamment sur les questions de promotion de la santé auprès des jeunes, plutôt sur un axe collectif, strictement sur un acte collectif. L'autre point que je veux souligner, c'est que cette première étape en 2012 correspond aussi à ce moment pour les PAEJ de cette annonce violente, brutale, de la division par 2 de l'enveloppe nationale des points accueil écoute jeunes, qui retrouvera sa hauteur 4 ans plus tard via la stratégie Provotré en 2018. Donc on est dans ce contexte-là quand se fonde cette première enjeu de pouvoir développer une dynamique de PAEJ régionale, et d'entrée de jeu se pose la nécessité de coordonner l'action de ces PAEJ à l'échelle de la région pour répondre à un axe de travail que l'ARS souhaite voir développé par les PAEJ sur l'ensemble de la région. Donc ça, c'est un premier point de contexte. Ce déploiement de la coordination régionale se fait donc dans le cadre d'un CEPOM avec l'ARS qui mobilise une enveloppe financière pour l'ensemble de ces PAEJ, une répartition égalitaire entre les départements, 10 000 € par département, et qui mobilise des moyens financiers pour mettre en œuvre une coordination pour développer ce projet à l'échelle régionale. Donc pour l'ARS, c'est vraiment un enjeu de pouvoir avoir un interlocuteur qui agit à l'échelle régionale et qui va permettre que se déploie de façon cohérente l'action qu'il souhaitait de promotion de santé en direction des jeunes.
Pour la coordination technique, ça se concrétise par le fait de mettre en œuvre des espaces de travail réguliers entre ces PAEJ pour partager la pratique qu'ils mettent en œuvre au service de ce projet sur une action collective, promotion de santé auprès de ces jeunes. L'évolution de cette coordination régionale, il y a un point en particulier qui va faire évoluer les choses, c'est la fusion des régions en 2015. On passe de la situation d'une région à 8 départements à une fusion avec la région Languedoc-Roussillon qui nous fait passer à 13 départements. Et la situation sur Aix-Languedoc-Roussillon et celle de Midi-Pyrénées est assez différente. La dynamique impulsée au niveau de l'ARS n'existe pas côté Languedoc-Roussillon. La dynamique du conseil régional d'Aix-Languedoc-Roussillon n'existe pas côté Midi-Pyrénées. D'accord ? Dans ce moment de la fusion, chacune des institutions et en lien avec la coordination régionale décide de promouvoir ce qu'il faisait d'un côté à l'ensemble de la région. Du coup, pour l'ARS, c'est de proposer d'étendre son CEPOM, pas de proposer, de mettre en œuvre l'extension de son CEPOM à l'échelle des 13 départements, toujours sur une proposition d'une affectation d'une enveloppe par département et pas par PAEJ, mais par département. Du côté de la DRJSCS, c'est le fait de se mobiliser et de porter un intérêt sur cette coordination régionale et de venir renforcer les moyens que l'ARS mettait pour coordonner les PAEJ en disant, nous aussi en tant que cohésion sociale, à l'échelle régionale, cette coordination va nous être utile pour que les PAEJ soient articulés, cohérents dans la façon dont ils mettent en œuvre à l'échelle de la nouvelle grande région. Le conseil régional se met aussi dans cette disposition d'ouvrir sa politique jeunesse qui est mise en forme sous la forme d'un appel à projet annuel, de l'ouvrir là où il était réservé à quelques départements sur Languedoc-Roussillon, à l'ensemble de la nouvelle région Occitanie, et répondra pas sur l'ensemble des départements, mais une partie des départements. Cette nouvelle configuration pour la coordination régionale nous met dans une situation où, dans ces échanges avec ces différentes échelles institutionnelles, devient absolument nécessaire de leur rendre lisible et de nous rendre lisible, mais c'est qui et c'est où et ils font quoi les PAEJ dans cette nouvelle grande région. C'est-à-dire que chacun était quand même un peu en difficulté de dire combien de PAEJ, où est-ce qu'ils sont et comment ils font. D'accord ? Donc la coordination s'est saisie de ça pour dire on peut être utile à rendre lisible ce que font les PAEJ à cette nouvelle dimension régionale. Pour faire ça, en 2016, on organise un premier séminaire régional des PAEJ d'Occitanie. 2 jours, c'est pas rien, 2 jours. Séminaire qui se poursuivra toutes les années qui suivent et qui est toujours sur ce format de consacrer sur les 2 jours au moins une journée, 2 demi-journées, sur des ateliers qui va impliquer directement les professionnels en PAEJ sur leur pratique, sur ce qu'ils font. C'est quoi de l'écoute, c'est quoi aller vers, ce qu'on a pu traverser encore aujourd'hui. Ça reste fondateur. Sur ce premier séminaire, la première demi-journée a été consacrée à présenter aux PAEJ et aux institutions par le détail, par le menu, chacun des PAEJ de cette nouvelle grande région. Et je dis chacun de ces PAEJ, tous étant dans des configurations de portage institutionnel très différents. Portés par une institution, portés par 2, portés par 3, donc des configurations extrêmement différentes. Et de pouvoir dire où est-ce qu'ils sont, quel maillage territorial ils représentent, quel public ils atteignent, et y compris de donner un petit billet d'humeur de dans quel état sont-ils, comment vont-ils ces PAEJ. D'accord ? L'autre point de ce séminaire a été de mettre en scène une table ronde sur la dernière demi-journée où on a convié les différents interlocuteurs, DRJSCS, l'ARS, le conseil régional, sur un enjeu de dire quelque chose
de c'est quoi le pilotage des PAEJ à l'échelle de la région. D'accord ? Ça a été pour nous le point déclencheur avec les institutions de la nécessité d'un niveau de concertation. D'accord ? Et c'est à partir de ce séminaire que la concertation est devenue indispensable. Et pour les institutions, de signifier en quoi la coordination régionale des PAEJ était un point d'appui, un point d'éclairage à la façon dont ils pourraient s'alimenter des éléments que pouvait faire remonter la coordination pour orienter leur façon de piloter ces dispositifs de façon concertée. Pour illustrer un peu cette concertation, et je reste au terme de concertation pour le moment, ça a permis de renouveler un CEPOM au niveau de l'ARS sur l'axe promotion de la santé à l'échelle de cette nouvelle grande région. L'ARS investissant complètement ça, en triplant l'enveloppe par département, en passant de 10 000 à 30 000 euros, et en mobilisant 10 000 euros de plus pour la coordination, ce qui permettait de monter à une coordination satisfaisante. Reste, je l'indique, vous le voyez sur la diapositive, que l'enveloppe accordée à chacun des PAEJ, on voit la variable, certains PAEJ étaient bénéficiaires de 5 000 euros, d'autres PAEJ étaient bénéficiaires de 30 000 euros. La diversité s'explique sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, Midi-Pyrénées, 8 départements, 9 PAEJ, Languedoc-Roussillon, 5 départements, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PAEJ. La difficulté à dire à 4-5 près combien il y en avait. D'accord ? Du côté de l'appel à projet du Conseil régional, cette concertation amène au fait que le Conseil régional, via son appel à projet, retient 30 PAEJ différents. D'accord ? Sur, excusez-moi, appel à projet, sur 6 des 13 départements. D'accord ? Seuls les départements pour lesquels une densité de population était considérée comme suffisamment conséquente ont été retenus dans l'arbitrage du Conseil régional. Concernant la DRJSCS, ça permet de mobiliser une enveloppe qui se ventile sur les PAEJ, sur des montants là aussi avec des écarts importants, qui vont de 3 500 euros annuels accordés à un PAEJ à 90 000 euros pour d'autres PAEJ. Donc là aussi, une certaine diversité dans le positionnement. Du coup, pour les années qui suivent, la concertation à cette échelle régionale et la coordination en appui à cette concertation fonctionnent. Ça se met au travail, au point même que ces 3 institutions arrivent au point où vous êtes aujourd'hui, de dire il faut que l'on formalise, que l'on structure par une convention la façon dont on peut ensemble porter ce dispositif à l'échelle régionale. D'accord ? La coordination, du coup, se voit mobilisée à la fois sur une mission d'appui à la pratique des PAEJ pour la mise en œuvre de leurs différentes missions, mais aussi d'être un appui, un éclairage à la concertation des institutions qui pilotent à l'échelle régionale. Une avant-dernière diapositive, une coordination régionale des PAEJ d'Occitanie, ça ne va pas de soi. On voit comment cette construction se tient, est solide, elle avance, elle amène vraiment des points tout à fait positifs. Pour autant, autour des années 2019-2020, une série d'éléments va mettre en difficulté cette dynamique-là. La crise Covid. Très concrètement pour nous, ça a été un moment où la personne en charge de la coordination s'est retrouvée dans une situation personnelle compliquée et nous a mis en suspens de pouvoir mobiliser cette personne jusqu'à devoir rompre le contrat avec cette personne. Donc on a passé quasiment 1 année et demie sans une personne qui porte cette coordination régionale. Ça ne facilite pas les choses dans un moment un peu complexe. Deuxième point qui vient mettre les choses de façon complexe, le moment de transfert de la cohésion sociale vers la CNAF
nous fait perdre l'interlocuteur des RJSCH à l'échelle régionale qui était engagé dans ce niveau de conventionnement pluri-institutionnel, et le transfert de l'apportage qui se traduit par 3 années de reconduction avec toutes les incertitudes et les attentes que l'on peut avoir, ne facilite pas le niveau de concertation qui était engagé au niveau de ces différentes institutions. Du côté de l'ARS, le CEPOM était engagé, il allait jusqu'à 2022. L'ARS, en 2023, a interrompu le CEPOM pour en faire un COM et dire « Ok, très bien, on attend le positionnement de la CNAF, on attend le référentiel et on verra de quelle façon on continue ou on ne continue pas dans la façon que l'ARS a de soutenir les points accueil et coûts de jeunes. » 4e point qui nous a mis en difficulté, le Conseil régional s'est retrouvé dans un moment de réélection, changement de gouvernance. Nous sommes là dans la situation où ce changement de gouvernance a amené d'une part des interlocuteurs différents pour nous, c'est une chose, et ces nouveaux interlocuteurs de revoir leur appel à projet, à la fois sur l'enveloppe financière conséquente qui a été mobilisée, qui est revue à la baisse, qui se répercute sur 3 années et qui va faire baisser de 25% et plus les moyens financiers qu'ils pouvaient mobiliser. D'autre part, leur appel à projet qui avait à la fois un axe individuel et à la fois un axe collectif a été revu et ils ne soutiendront que l'axe individuel. Et bien évidemment, la revisite de leur appel à projet ne s'est pas fait dans une dynamique de concertation avec les autres interlocuteurs. C'est leur projet qu'ils ont mis à plat. Une dernière diapositive. Voilà. Cette concertation, ce niveau de concertation pluri-institutionnelle, cette importance de la coordination régionale, je ne désespère pas des choses. Je pense qu'elles vont reprendre. Mais c'est de dire, ça ne va pas de soi. C'est un chantier, c'est long, c'est jamais acquis, et c'est toujours au travail. Hein, ça passe par ça, c'est indispensable. Et de pouvoir établir des conventions, ça sécurise les choses. Ça ne fait pas tout, mais ça, quand même, ça, c'est tout à fait conséquent. Quelques points de perspective par rapport à tout ça. Premier point, l'annonce de la signature de la COG est un premier levier qui peut nous aider à remettre en place ce niveau de concertation pluri-institutionnelle à cette échelle régionale. Ça ne suffit pas, mais c'est un premier levier qui était vraiment facilitateur. Le deuxième, très attendu, l'arrivée du référentiel. On a absolument besoin de ça. La discussion, le niveau d'échange est bloqué parce qu'on ne sait pas sur quelle base discuter. D'accord ? Il est absolument indispensable. Je le disais en aparté, le temps des politiques, le temps des institutions, le temps des structures porteuses et le temps du public, c'est des échelles de temps complètement différentes. D'accord ? Je peux entendre que la CNAF a besoin d'avancer et de savoir où elle va avant d'annoncer quelque chose. Pour autant, la réalité sur le terrain avance à un autre rythme et peut nous mettre dans des situations presque impossibles. Presque impossibles. Troisième point, et je ponctuerai là, qui va être en écho à ce qui a été dit, c'était de préciser que si les éléments de définition des missions confiées au PAEJ et la structuration des moyens financiers mobilisables pour les mettre en œuvre est absolument indispensable, la dimension de l'engagement est fondamentale. Ça ne suffit pas, les missions et les moyens financiers. Et quand je parle d'engagement, je veux d'abord parler de l'engagement des professionnels en PAEJ. C'est une ténacité qui est proportionnelle au réel de la rencontre qu'ils ont avec les jeunes et les parents au quotidien, dans leur contexte. Comment ils tiennent. Et ils tiennent. Merci les collègues. L'engagement des structures porteuses. D'accord ? À faire en sorte que les missions soient de qualité auprès des publics, bien sûr, mais aussi de ne pas perdre de vue et de veiller aux conditions d'exercice de leurs salariés. On est au cœur de ça. Troisième niveau d'engagement,
celle des institutions, dans une préoccupation de concertation et de convergence de leur politique à mettre en œuvre, inscrite dans le temps, pas avec une perspective de 6 mois ou d'1 an. Ces 3 niveaux-là sont aussi indispensables que tous les autres. Merci. Merci Eric pour ce retour très complet. Et en guise de conclusion, je voulais demander à Xavier, du coup, un peu la même question qu'à RL. Qu'est-ce que cette coordination, elle apporte au PAEJ en termes d'organisation, en termes d'outils partagés ou autres? Bien, merci Mickaël. Merci pour vos présentations. Merci Eric pour effectivement ce retour très complet sur la coordination régionale en Occitanie. Donc moi, je vais vous parler en tant que délégué régional. Alors qu'est-ce que c'est qu'un délégué régional? Déjà, c'est une fonction qui est bénévole. Nous sommes nommés, les délégués régionaux, par l'association nationale, et on a vocation à établir effectivement un trait d'union entre, bien sûr, l'association nationale, les PAEJ sur le territoire et les institutions qui nous financent, avec lesquelles nous sommes en lien. La coordination régionale en Occitanie est vraiment d'un appui essentiel. Elle a permis, et comme a pu le dire Eric, de pouvoir permettre aux PAEJ de se rencontrer. En Occitanie, 13 départements, 23, 30, on ne sait pas trop, parce que là aussi, la définition du PAEJ étant à géométrie variable, on ne sait pas trop combien il y en a, mais on tournerait en tout cas sur un recensement de la NPAEJ autour de 23 structures, un peu plus pour la région. C'est aussi 150 points de contact, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et quand nous proposons, quand la coordination régionale propose des comités techniques pour se rencontrer, il faut noter tous les PAEJ sont toujours représentés. Il n'y a pas d'absence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté pour les acteurs de se réunir, de se parler, d'harmoniser les pratiques. On a pu le voir, il ne s'agit pas pour nous effectivement d'uniformiser notre façon de faire, mais au contraire de pouvoir se rencontrer, confronter nos avis et surtout définir des objectifs communs. Et ce que je peux témoigner en tant que délégué régional, ce que j'entends de la part de mes collègues, et on a également entendu pas mal parler au cours de la journée, c'est l'importance du pilotage. Les PAEJ ont souvent fonctionné, je dirais, non pas en autonomie, mais plutôt dans une certaine forme d'indépendance. Ça n'engage que moi. Et c'est aujourd'hui aussi, cette indépendance a pu générer une certaine insécurité. La perspective aujourd'hui d'avoir un pilotage réel, concret et tout à fait efficient est quelque chose de très attendu par les opérateurs de terrain. J'ai le sentiment, à travers nos échanges avec les différentes CAF, que c'est aussi quelque chose qui est souhaité et on s'en réjouit. Du côté de la région, là aussi, il y a une attente forte. La région a revu tout dernièrement son appel à projet qui va apparaître la semaine prochaine, notamment sur le site de la région. Grâce à nos échanges avec notamment la délégation régionale, on a pu redéfinir effectivement avec eux l'appel à projet et on s'oriente quand même, on a la garantie d'avoir effectivement un financement, un soutien de la région dans le cadre de sa politique jeunesse. Et l'ARS est de son côté dans l'attente de l'apparition du référentiel pour définir son positionnement. En tout cas, l'ensemble des acteurs sont en lien, pas autant que sur la région Bretagne, mais l'exemple que vous nous avez donné est une belle source d'inspiration et une belle source d'espoir également. Je vais m'arrêter là, je pense qu'il y a peut-être quelques questions, quelques remarques. Voilà, Mickaël. Oui, merci beaucoup à tous les deux également pour cet autre modèle en Occitanie. Et encore une fois, je pense que la synthèse de tout ce qu'on a entendu, c'est que les choses fonctionnent quand on a une volonté qui est partagée entre les professionnels PAEJ, les structures gestionnaires, les partenaires qui financent, et quand on arrive à réfléchir aussi en se positionnant du point de vue des publics accompagnés, comme ça a été dit plusieurs fois, où là on arrive quand même, du côté des PAEJ, on est assez aussi tenace, comme l'a dit Eric, donc on y va, on se retrousse les manches, et on arrive généralement quand même à mettre en place des choses qui sont pertinentes, et qui ensuite peuvent essaimer, c'est ce qu'on espère en tout cas avec les deux exemples proposés aujourd'hui. Donc on passe à un peu moins de 10 minutes de questions, là 5 minutes. Donc comme tout à l'heure, n'hésitez pas à lever la main et puis on va passer parmi vous. Ah, c'est trop tard dans la journée, il n'y a plus de questions.
Qu'est-ce que ça vous inspire pour ceux qui ne sont pas ni de Bretagne ni d'Occitanie? Est-ce que vous voyez le lien qui peut être fait dans vos régions? Ah bon, il reste que les Bretons et les Occitaniens. Ah voilà. Merci. Moi, j'ai une question, c'est dans quelle mesure vous échangez entre vous dans les départements, notamment pour répliquer les modèles. Donc moi, je suis en Guyane, donc je suis loin, et on est loin en fait de ces coordinations et de ces possibilités, notamment non pas parce qu'on n'a pas les moyens d'eux, parce qu'en fait, on a de très bons interlocuteurs, que ce soit ARS, CAF, n'importe quelle politique. On a la chance, je pense qu'on n'a pas en métropole, d'être très proche quand on est une association, de pouvoir discuter avec nos tarificateurs, nos financeurs, etc. Mais pour autant, on était loin d'imaginer qu'il y avait ces possibilités-là d'interaction et de coordination. Et du coup, je me demande comment vous avez la possibilité de soutenir d'autres départements en échangeant avec eux sur ces possibilités-là pour qu'ils sachent ce qui est fait. Parce que c'est pas forcément nous qui avons la possibilité de le faire en fait sur les différents niveaux. Voilà. Le lien avec les départements, avec les différents interlocuteurs, oui, ça, tu veux dire est-ce que vous communiquez entre départements? Est-ce que l'ARS communique avec l'ARS de la Guyane? Est-ce que vous avez la possibilité de montrer le modèle Alors, pour l'ARS, oui, on a des temps de partage et de mise en commun des projets. Après, on reste parfois à des niveaux macro, on n'est pas forcément au niveau de détail dans lequel on est là aujourd'hui. Il y a toujours cette difficulté-là, puis après il y a des politiques qui sont propres à chaque ARS. Et par rapport à ce que vous dites, peut-être juste dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est vrai que là on a une représentation qui était régionale, mais en fait ce qu'on dit au niveau régional se fait au niveau départemental. C'est-à-dire qu'au niveau départemental, on retrouve les 4 caves bretonnes, les délégations départementales des ARS, et en fait les discussions elles se font aussi au niveau des départements et elles se font aussi au niveau régional. Donc ça fonctionne aussi à ce titre-là plutôt de façon efficace en région. Après on a des partages de pratiques en ARS, mais voilà, c'est pas de diffusion ad hoc de prévu sur ce sujet-là. Juste si je peux me permettre, ça se passe au niveau des administrations. Par contre, au niveau des instances politiques, c'est vrai que c'est complètement différent. Là, on a un modèle de convention. Dans 3 ans, on vient vous voir, on ne sait pas où on en est en fait. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que, donc, bien entendu tout à l'heure, le 1 euro, qu'est-ce qu'on fait des départements qui ne mettent pas 1 euro? Or, aujourd'hui, les départements, à l'heure actuelle, se désengagent des financements des PAEJ. Donc ça veut dire que notre comité des financeurs doit aller aussi vers, c'est ce que disait la CAF tout à l'heure, doit aller vers de nouveaux, quelque part, financeurs, donc des acteurs volontaires de pouvoir développer les points d'accueil écoute jeunes. Et quand on entendait tout à l'heure sur l'atelier le nombre d'ETP, enfin moi, ça m'a fait peur. Hein. Que déployés par département ici ou là, je m'inquiète quand même fortement de la part de l'ensemble des acteurs sur la nécessité aujourd'hui, suite notamment, vous avez parlé du Covid tout à l'heure, à l'état de santé de nos jeunes. Enfin, les chiffres parlent. Il y a des actions de fait, l'État intervient. Enfin, je vois nous sur le plan pauvreté au niveau de la région, on essaye de coordonner aussi les financements, puisque il faut quand même savoir que les financements publics demain sont conditionnés de plus en plus. Donc nous, en tout cas, on évite d'arriver à l'appel à projet, clairement. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, alors c'est vertueux, mais c'est aussi tendancieux de l'autre côté. On a essayé de mettre en place, en discutant avec le comité des financeurs et les PAEJ, une notion de péréquation pour faire en sorte, en fait, que l'accompagnement par PAEJ ne soit pas le même, soit aussi qu'on soit aussi en capacité de voir le nombre d'agents, le nombre de jeunes qu'on reçoit, si c'est plus volumineux, s'il y a des quartiers de politique prioritaire et autres, en fait. Donc c'est nous-mêmes essayer de différencier, même nous, quand on différencie à l'entrée. Mais j'ai envie de dire, je me permets de le dire là, parce qu'on fait aussi de la politique et on est dans un lieu où des décisions se prennent, il va falloir réagir assez rapidement à ça, et les PAEJ sont en danger, même si on arrive à trouver, mais aujourd'hui, nous, 2 sur 4, enfin un ne finançait déjà pas, et le deuxième, aujourd'hui, décide de ne plus financer, sans même d'ailleurs
prévenir les PAEJ, bien entendu. Donc il va falloir se débrouiller tout seul. Donc nous, on ne sera pas en capacité, en tout cas, avec les annonces qui sont faites ici et là, notamment sur les dotations, on ne sera pas en capacité, clairement, de pallier au manque du désengagement des départements aujourd'hui qui ont eu d'autres difficultés. On peut les comprendre sur leur choix politique. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière question? Non? Bon, bah alors il nous reste à conclure. Il reste 4 minutes et c'est suffisant. On va les utiliser. On vous garde encore 4 minutes, juste le temps de conclure cette journée. Voilà, Michael avait fait les remerciements dès le départ et il faut pouvoir en faire en fin de journée. Je pense avoir entendu les remarques des uns et des autres que sans aucun doute cette journée aura réussi à mobiliser CAF et PAEJ pour se lancer dans la démarche de labellisation et de l'accompagnement qui sera nécessaire dans le temps pour permettre à chacun des PAEJ de tendre vers les attendus et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau référentiel d'agrément. Aussi, vraiment, je remercie tous les participants institutionnels qui sont venus, qui ont témoigné de façon très, très forte et de façon très engagée. Parce que je retiens des interventions de chacun, la dimension de l'engagement était très, très, très nette et il est très important. Merci donc aux institutionnels qui sont venus. Merci aux acteurs de terrain. Merci aux jeunes qui ont participé. On leur fera retour de cette journée également. Ils attendaient aussi les retours. On a fait les photos, des arbres à parole, des post-it dans le hall du ministère et on leur restituera. Et merci également à tous ceux qui ont pris une part active à la réussite de cet événement, préparation, témoignage, animation et rapporteurs. Effectivement, il y avait eu une démultiplication des ateliers, ce qui est un bon signe, mais donc du coup une organisation qui a pu se reposer sur vraiment l'engagement de chacun. Et puis pour terminer, remercier spécialement l'équipe salariée de la NPAEJ, donc Michael Pourtier, notre coordinateur national. Voilà. Et puis, qu'on a vu, mais plus dans l'ombre, mais qui ont été d'une efficacité redoutable, Juliette Vachon, mais est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est occupée à des questions logistiques? Elles sont retournées dans le hall. Voilà. Et enfin, Christine Chobet, qui a rejoint l'Association nationale il y a très peu de temps et qui s'est vraiment investie très rapidement avec une grande compétence pour la minutieuse organisation de l'ensemble de la journée. Donc merci à tous les trois qui ont permis voilà, ce que je pense on peut dire la réussite de cette journée. Et donc à l'année prochaine, puisque on va soutenir le rythme annuel de rencontres, de partage et de points de concertation avec les différentes institutions en charge des différentes politiques publiques à tous les niveaux. Merci beaucoup et bon retour.